Un homme appréhendé par la police parce qu'il vend des cigarettes sur un trottoir. Rien de plus banal à New York. Mais ce qui suit l'est beaucoup moins. Eric Garner était asthmatique. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux provoque l'indignation générale. Mais la justice new-yorkaise estime qu'il n'y a pas matière à poursuivre l'agent inculpé, malgré une technique d'immobilisation par étranglement formellement interdite. La communauté noire laisse exploser sa colère dans les rues de Manhattan en scandant « I can breathe ». Dans la foule des manifestants, le basketteur suisse Thabo Sefolosha. On était à New York avec ma femme et on allait simplement manger. Et il y a une des rues principales qui était bloquée, c'était vers 19 h le soir peut-être. Et il y avait des gens qui passent pendant 20 minutes. Je crois que j'avais pris une photo justement devant eux, puis simplement en disant que j'étais favorable à ce genre de mouvement, d'autant plus que c'était non violent et que n'importe qui en gros peut être le prochain. J'avais dit, je crois, I can be next, donc je pourrais être le prochain. Cela fait 10 ans que Thabo Sefolosha évolue en NBA, à Chicago, à Oklahoma, puis à Atlanta. Celui qui a grandi à la Tour de Paix est devenu aujourd'hui une star du basketball américain. Le 8 avril de l'an dernier, le Vaudois doit jouer à New York. La veille du match, il sort avec son coéquipier Pero Antic dans une boîte de nuit très courue de Manhattan. Suite à une agression au couteau, la police évacue tous les clients de l'établissement, y compris Thabo. Tout le monde est censé un petit peu partir, etc., se disperser, c'est ce qu'on faisait. Et c'est là où il y a un des policiers qui vient vers moi et qui m'interpelle plusieurs fois, à plusieurs reprises, en me brusquant un petit peu, en me disant de dégager, quoi. Le petit problème, c'est qu'en fait, il décide pas de faire la loi, mais il décide de faire sa loi. C'est-à-dire qu'en venant vers moi alors qu'il y a 50 autres personnes dehors et en me disant « bon, maintenant toi tu dois partir, tu dois dégager », j'étais un petit peu surpris. Peu familier des pratiques policières américaines, le joueur suisse refuse d'obtempérer tout de suite. C'est alors que tout dérape, comme le montre cette vidéo de TMZ. Je me suis dit dans ma tête que ça pouvait dégénérer à un moment. Tout se passe très très vite, donc je me suis dit ah là ça peut aller trop loin. Et malheureusement c'est ce qui s'est passé. De ce que je me souviens, c'en est un qui vient depuis derrière et qui me donne un coup de, je pense, de pied avec les bottes sur la jambe. J'ai la jambe qui est cassée et les ligaments qui sont déchirés après ce qui s'est passé. Donc ouais, il y a des fortes douleurs. Thabo Sefolosha passe près de 9 heures au poste, menotté et attaché. Il en ressort blessé, alors que son coéquipier Pero Antic, lui, a été beaucoup mieux traité par la police, malgré son gabarit tout aussi imposant. Quand j'ai finalement vu la vidéo et que j'ai vu de la manière dont il s'adressait à Pero, où ils ont une discussion avec lui, ils lui ont demandé de se lever, puis de l'autre côté, ils sont en train de donner des coups à Thabo par terre, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait vraiment une différence de traitement entre les deux, c'est clair. Comment vous l'interprétez? Moi, je l'interprète très facilement
il n'y a pas d'autre explication pour moi que le fait que Thabo soit noir et que Perrault soit blanc. C'est un petit peu, je dirais, la réponse facile, mais peut-être la réponse correcte aussi. Des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin à chaque fois. Donc, on est en droit de penser en tout cas que peut-être la couleur de la peau a fait une différence. Blessé, Thabo est privé de compétition, contraint de passer 6 mois de convalescence dans sa maison d'Atlanta, au milieu des siens. Outre les dommages physiques, le champion de basket est pris dans une tourmente judiciaire. Inculpé pour obstruction à la justice, trouble de l'ordre public et résistance à la police, il risque jusqu'à 1 an de prison. Selon la procédure américaine, la justice new-yorkaise lui propose alors un deal, une sorte d'accord. S'il plaide coupable et fait un jour de travaux d'intérêt général, les charges contre lui sont abandonnées dans les 6 mois. Je pense que l'accord était très favorable et j'ai conseillé à Thabo de l'accepter. J'ai même dit que je l'aurais accepté moi-même si j'avais été dans cette situation et que les procès sont risqués. Mais Thabo a rejeté l'offre. Plutôt favorable pour quelqu'un qui n'a rien fait? Non, pas tellement en fait. Un deal plutôt favorable pour que l'histoire soit mise sous le tapis et qu'on n'en parle plus. Il y a un sentiment aussi où on se dit non, il y a une injustice qui a été commise contre moi. On va se battre avec les armes qui me sont présentées. Thabo décide donc d'aller jusqu'au procès pour prouver son innocence. Son avocat plaide le délit de faciès et grâce à des vidéos qui confirment le comportement inadéquat de la police à son égard, il gagne. Je suis juste heureux, content que la vérité puisse être révélée au grand jour. Et voilà, c'était important pour moi de pouvoir clarifier les choses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ça qui a pu être fait. Un verdict on ne peut plus rare face à la police. Thabo Sefolosha fait figure de héros au sein de la communauté noire. Il a même droit aux honneurs d'une émission satirique très connue, le Daily Show. But what happens when this system condemns not a regular person, but an NBA basketball star? Roy Wood Jr. finds out. He got beat up by the police, went to court, and won. Oh my God. Thabo, what were you thinking? I didn't do anything wrong. Take the deal. Always take the deal. I was not comfortable with that. I believe in justice. How do you sleep at night? Black people are all gonna get this big idea that they can just go to the courtroom with the truth and expect to be exonerated. Isn't that a good thing? Lord Jesus. Le champion suisse était loin d'imaginer qu'un jour, il serait emporté dans la spirale de la haine raciale aux États-Unis. Il sait qu'il a eu de la chance. Il sait surtout qu'il a eu les moyens de se payer un bon avocat, ce qui n'est pas le cas de la plupart des victimes afro-américaines. Très loin des beaux quartiers d'Atlanta, le cœur du Bronx. To continue to walk with her and pray for her, Lord God, so she knows that she never walks alone because she is a child of God, Lord God. In Jesus' name, we pray. Amen. Constance Malcolm, elle, n'est ni riche ni célèbre. Son fils, Ramarley Graham, avait 18 ans quand il a été abattu par un officier blanc. 4 ans après, elle refuse de se laisser anéantir par le chagrin. Elle continue à se battre pour son fils, mais aussi pour toutes les autres victimes de violences policières. Ce jour-là, Constance avait organisé une marche du Bronx jusqu'aux quartiers généraux de la police en bas de Manhattan pour dénoncer une fois de plus l'impunité des officiers. Il faut un village pour élever un enfant. Et tous ces jeunes gens qui ont été tués, je me bats pour eux. Parce que nous, les parents d'enfants qui ont été tués, on n'a jamais obtenu justice.
Ramarley Graham était mon fils. Il a été tué le 2 février 2012. Il était dehors avec des amis. Il rentrait à la maison quand 2 policiers en civil l'ont suivi jusqu'ici. Mon fils est rentré et on peut voir les 2 policiers qui essayent d'entrer par effraction. Et quand ils y parviennent, c'est à ce moment-là qu'a lieu la tragédie. Les officiers de la brigade des stupéfiants avaient repéré Ramarley à la sortie d'un bar connu pour le trafic de drogue. Comme ils pensaient qu'il était armé, ils l'ont suivi jusqu'à son domicile. Sans mandat, l'un des policiers s'introduit dans la maison. Il poursuit le jeune homme jusqu'au second étage, le retrouve dans la salle de bain et lui tire dessus. Les faits se sont déroulés sous les yeux de la grand-mère et du petit frère de Ramarley, Chinor, qui n'avait alors que 6 ans. Chinor était caché derrière le mur, mais il pouvait voir tout ce qui se passait. Il avait tellement peur. Il m'a dit qu'il avait peur qu'il lui tire dessus. Le policier Richard Haste, celui qui a tiré, il ne s'est pas annoncé. Il n'a pas dit « police ». Il a juste tiré dès qu'il a vu Ramarley. Ma mère a cru que c'était elle qui avait été touchée, parce qu'elle était tellement proche de l'impact. Mais quand elle a regardé ses habits, elle a vu qu'elle n'avait pas de sang. C'est à ce moment-là qu'elle a vu Ramarley au sol. Constance a choisi de rester dans la maison malgré le drame. Tous les matins, elle prend sa douche, la même où son fils s'est fait tuer. Je sens que mon fils est avec moi. Il sera toujours à mes côtés. Mais ici, je me sens comme connectée. L'énergie est paisible. Mais c'est pas trop dur? Oui, parfois. Parce que vous savez, quand vous entrez dans la salle de bain et que vous vous asseyez sur les toilettes, plein de choses vous viennent à l'esprit. Que s'est-il vraiment passé? Comment quelqu'un peut-il faire ça à votre enfant? J'ai passé ma vie à enseigner à mes enfants le respect et que s'ils avaient un problème, ils pouvaient s'adresser à la police pour être protégés. Mais en fait, c'est eux qui lui ont ôté la vie. Un premier procès en pénal est annulé pour vice de procédure et un second se conclut par l'acquittement du policier, le jury considérant comme souvent qu'il n'y avait pas de faits suffisants pour le condamner. Lors du procès, il a expliqué qu'il croyait que Ramarley allait lui tirer dessus et que c'est pour ça qu'il a ouvert le feu. Mais Ramarley n'avait pas de revolver sur lui. Il n'a rien tiré de sa poche. Jusqu'à présent, la police n'a pas trouvé d'armes parce qu'il n'y avait pas d'armes à trouver. Si Constance n'a pas obtenu gain de cause au pénal, elle a en revanche gagné au civil. Comme dans le cas d'Eric Garner et d'autres bavures policières, la ville de New York a versé près de 4 millions de dollars à la famille. C'est juste de l'argent. La vie de mon fils valait plus que de l'argent. Et cette somme n'enlèvera jamais la douleur que je vais ressentir pour le restant de mes jours. Richard Haste a tué un jeune homme qui ne représentait aucune menace pour lui, un jeune homme qui n'avait pas commis de crime, qui n'avait rien fait de mal. Il rentrait simplement chez lui. C'est pas de la justice, ça. Le policier peut rentrer chez lui et voir sa famille. Moi, je dois aller au cimetière pour voir mon fils. Pour la communauté noire, c'est difficile de faire confiance à la police. C'est nous qui nous faisons tuer en nombre. Alors, comment rétablir cette confiance? Je pense qu'il faut commencer par emprisonner les policiers qui ont commis des fautes. C'est comme ça qu'on va ramener la confiance. À quelques dizaines de miles du Bronx, Long Island, un quartier résidentiel, des petites maisons coquettes et l'une d'elles qui ressemble à un mémorial. C'est là où vit Raymond Moore. Son fils Brian, un jeune policier, a été tué l'an dernier. Quand il est mort, il avait 25 ans. Il était policier depuis l'âge de 21 ans. Quand il est entré dans la police de New York, c'était l'agent le plus jeune.
Ce jour-là, j'étais dans le jardin. Il est venu me voir et il m'a dit « Ok, papa, je pars au travail. » Et comme tous les jours, je lui ai répondu « Brian, sois prudent. On se revoit plus tard. » Et voilà, 6 heures ce soir-là. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. C'était le 2 mai 2015. Brian faisait une patrouille dans un quartier réputé dangereux des faubourgs de New York. Alors qu'il suivait un homme visiblement armé et qu'il s'apprêtait à l'interpeller, Brian a été abattu de 2 balles dans la tête. Il ne savait pas que l'homme était un dangereux récidiviste. Cette personne l'a juste exécuté. Il n'avait aucune raison de le tuer. Il n'avait aucune raison de se retourner. Brian n'avait même pas sorti son pistolet. Le type s'est simplement retourné et il l'a exécuté, sans raison. Il voulait simplement tuer un policier. J'ai rien changé depuis que mon fils est mort. Rien n'a changé ici. Et rien ne changera tant que j'habiterai dans cette maison. Je continue même de payer la TV pour lui, là-haut, dans sa chambre. Elle va rester là. Je paye même son téléphone pour qu'il reste en fonction. Je ne changerai absolument rien tant que je le pourrai. Un an après le drame, tout le quartier porte encore le deuil. Les maisons arborent des rubans de la couleur de la police new-yorkaise. Une statue a même été érigée en forme d'hommage. La mort de Brian a été un choc pour tout le voisinage, mais aussi bien au-delà. C'est toujours des funérailles importantes quand un policier est tué, mais jamais 30 000 personnes. Les rues étaient remplies d'officiers, de gens qui venaient présenter leurs condoléances. C'était l'incarnation du garçon américain. Et c'est ça qui a fait de la peine à tout le monde. Même si vous n'étiez pas un grand fan de la police, vous regardiez ça et vous vous disiez, c'est une honte. Je vais au cimetière 4 à 5 fois par semaine pour passer du temps avec lui. Je mets des fleurs sur sa tombe. Je m'assure qu'il n'y en a pas qui sont fanés. Je coupe l'herbe, juste pour lui. Il faut que ce soit bien fait. Je lui parle. J'aimerais qu'il me réponde, mais je sais que ça ne va pas arriver. Jamais aux États-Unis, les fronts n'ont été aussi opposés entre communauté noire et forces de l'ordre. Des deux côtés, on pleure ces morts. Selon un décompte du Washington Post, les 6 premiers mois de cette année, 57 officiers ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, alors que 123 Noirs ont été tués par la police. Hot in the summer and the winter like a freezer. The city never sleeps, so I don't sleep either. Love for my city. Yeah, I got that love for my city. I'm sick of seeing young black and Latino men being killed by the police, by racists, and nothing happening. We, as black and Latino people, really need to get in our households, address the issues that are facing us, correct them, and then take that out into the community. Hawk Newsom a 39 ans. Il a grandi ici dans le Bronx. Avant de choisir de faire des études de droit, Hawk a lui aussi connu la rue et le harcèlement policier. Un harcèlement de plus en plus agressif à ses yeux. Selon moi, les flics sont des brutes. Ce sont des brutes. Ils ont tout ce pouvoir. Ils ont des armes, ils ont l'autorité et ils en abusent tout le temps. Ici, dans ces communautés défavorisées du sud du Bronx, les flics traitent les gens comme des moins que rien. La raison ? Ça n'aura aucune conséquence.
Aujourd'hui, Hawke a fait le vœu de servir la justice autrement. Plutôt que de travailler dans un cabinet d'avocats, il préfère aller sur le terrain, informer les jeunes sur leurs droits en cas d'arrestation. Et dans cette cité, tout le monde ou presque a déjà eu affaire à la police. T'as déjà eu affaire à la police? Bien sûr, au volant de ma voiture. J'habite dans un quartier bourgeois par ailleurs. Je conduis ma voiture, je travaille à 10 minutes de chez moi. La police me connaît et ils continuent à m'arrêter, à me demander mon permis de conduire. Parce que je suis noir et que j'habite dans un quartier plutôt bien. C'est du délit de faciès, tu comprends? Je ne me sens pas en sécurité. Je fais ce qu'on m'a dit de faire, je suis les instructions des policiers et ensuite, j'appelle mon avocat. Les policiers sont racistes? Très racistes. Ils ont appris ça pendant leurs années de formation. Il faut qu'on leur donne des nouveaux formateurs, qu'on leur apprenne à être plus sensibles. On est aussi des êtres humains. Les flics n'arrêtent pas les types en Lamborghini. Moi aussi, j'ai une belle voiture, mais c'est pas pour ça qu'ils m'arrêtent. Ils le font parce que je suis noir. Si on regarde les statistiques, la plupart des crimes sont commis dans les quartiers noirs. Donc vous voulez arrêter qui dans ces quartiers? Vous allez arrêter quelqu'un de noir. Ils vous diront, vous m'arrêtez parce que je suis noir? Oui, je viens de recevoir une description d'un homme noir portant un t-shirt bleu qui vient de voler quelque chose. Or, vous êtes un homme noir avec un t-shirt bleu. Vous m'interpellez parce que je suis noir? Oui, mais c'est la description qui m'a été donnée. Si les statistiques montrent qu'il y a plus de crimes dans les quartiers noirs, ils révèlent aussi que les Afro-Américains se font arrêter 8 fois plus que les Blancs et surtout qu'ils ont 3 fois plus de risques de se faire tuer par la police. Quand des jeunes hommes noirs sont arrêtés par la police, ils ne doivent pas chercher le conflit. Ils ne doivent pas manquer de respect. Ils n'ont pas besoin d'être agressifs quand ils font mention de leurs droits. Nous essayons d'informer les gens de leurs droits pour qu'ils sachent comment se comporter quand ils sont arrêtés par la police. Mais avant tout, il faut se plier à ce qu'ils disent. Il faut prendre note de sa protestation, relever le numéro du badge du policier et remplir un formulaire de plainte plus tard. Parce que quand la police est en face de toi, tu es dans une situation très dangereuse. Un contrôle ordinaire qui devient fatal. Charleston, en Caroline du Sud. Walter Scott, un homme noir de 50 ans, est interpellé sur un parking pour un phare cassé. Quelques minutes plus tard, parce qu'il a pris la fuite et qu'il refuse de s'arrêter, l'agent l'abat de 8 balles dans le dos. Si un passant n'avait pas filmé la scène, ce dérapage n'aurait peut-être jamais été révélé. Loi du silence oblige. Ils sont rares, mais quelques officiers ont néanmoins décidé d'arrêter de se taire. C'est le cas de Ray Lewis. Après 24 ans passés dans la police de Philadelphie, ce capitaine à la retraite a choisi de dénoncer le comportement ouvertement raciste de ses anciens collègues. Il nous raconte une scène particulièrement révélatrice. C'était 3 heures du matin. 2 Noirs marchaient dans la rue. L'autre policier qui était avec moi à cause de l'alarme me dit « Il y a 2 gars, tu veux les arrêter ?» et dire que c'est eux qui sont entrés par effraction. Juste 2 hommes qui marchent dans la rue. Pourtant, il savait que ce n'étaient pas les cambrioleurs. Sinon, ils n'auraient pas marché vers nous. Il me dit « Il y a 2 gars, tu veux dire que c'est eux ?» Une arnaque. Et j'étais juste choqué. Je lui ai répondu « On ne peut pas faire ça. » Il me dit « Pourquoi pas ? S'ils n'ont pas commis un crime ce soir, ils en ont commis un hier. Ou ils en commettront un demain. Autant les arrêter ce soir. » C'est ça la vision sur les jeunes noirs américains. Ce ne sont que des criminels. Même les policiers noirs sont racistes? Malheureusement, les flics noirs ne montrent pas beaucoup d'empathie envers la population noire, d'après mon expérience en tout cas. C'est assez psychologique en fait. Ils veulent être acceptés par leurs pairs. Il n'y a rien de plus important que de se faire accepter par ses pairs.
Aujourd'hui, le capitaine Lewis est clairement passé de l'autre côté de la barrière, du côté des activistes. Il tient à défiler en uniforme, comme ici lors d'une manifestation anti-police. J'étais là-bas avec un panneau qui disait « Police, arrêtez la saison de la chasse aux Noirs ». Ce sont des termes de chasse qui indiquent que l'on peut tirer un type d'animal pendant un certain nombre de mois. Ce sont des mots très forts, mais cela veut bien dire qu'ils tirent sur les Noirs comme s'ils étaient en période de chasse et qu'ils se disent « Je peux m'en sortir sans me faire prendre ». Et la saison de la chasse aux hommes noirs est ouverte toute l'année dans beaucoup d'endroits. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, pour faire comprendre que les policiers tuent des Noirs comme si c'était des animaux. La haine entre les deux camps a atteint son paroxysme le 7 juillet dernier à Dallas. En marge d'une manifestation anti-police, un Noir, réserviste de l'armée, décide de venger tous ses frères afro-américains victimes de brutalité policière en faisant feu sur les officiers qui encadraient le défilé. Cinq agents meurent sous ses balles, 7 autres sont blessés. Face à une Amérique au bord de la guerre raciale, le président Obama joue la carte de l'union nationale. Faced with this violence, we wonder if the divides of race in America can ever be bridged. We wonder if an African-American community that feels unfairly targeted by police and police departments that feel unfairly maligned for doing their jobs can ever understand each other's experience. I understand. I understand how Americans are feeling. But Dallas, I'm here to say we must reject such despair. This is what we do. This is how we express ourselves. We're just in a public park having a good time. I don't have any drugs on me. I don't have a gun on me. We're just here in a public park. It's always a racial thing. This is a city park, okay? So I need to see your ID. We got information you might have guns. Madison, dans le Wisconsin. Ici, le département de police a décidé de combattre les préjugés raciaux au sein de ses propres rangs. Man. Put your hands behind you. Yo, Francie, are you getting this? Are you getting this? Okay, guys. All right. Good job. So let's debrief it. Depuis 8 ans, tous les officiers sont soumis à des jeux de rôle destinés à leur faire comprendre qu'inconsciemment, ils sont guidés par des clichés. They were dressed as gang members. Okay. And they were looked like they were arguing or yelling at each other. Okay. Why gang members? Just kind of way they were dressed. They were hoodies and they were dressed dark. And the way they were talking, okay, and what did you... talking about a lot of slang and guns and shooting each other. So you thought that there was potential for violence there? Okay, there was a gentleman in a black... Before these trainings or... Avant cette formation, avant qu'on ne comprenne nos préjugés, on ne peut rien faire contre. On agit sous influence. On doit d'abord apprendre quels sont nos préjugés, les comprendre, et après on peut les changer. Ce n'est pas parce que je suis hispanique que je n'ai pas des a priori racistes. Ou parce que je suis une femme, que je n'ai pas d'a priori sexiste sur les rôles des hommes et des femmes. J'en ai peut-être moi aussi. Cette formation, c'est vraiment pour apprendre à traiter tout le monde avec respect, avec dignité. Et parce que nous avons tous des préjugés. Oui, nous les avons tous. Parce que nous avons le pouvoir d'arrestation et que nous avons le droit d'utiliser la force, y compris la force mortelle. Il n'y a probablement nulle part où il est plus important d'être conscient de ce type de sentiments, de les garder sous contrôle, que lorsqu'on a une profession comme la nôtre. Charlie 4 in contact with 1. Copy. Sir, show me both your hands. Show me both your hands, sir. We can continue this conversation if you show me both your hands.
Shots fired, one down, have EMS respond to my location, stand by. I'm out of rounds. Garder le contrôle pour un policier aux États-Unis, c'est d'autant plus capital que tout le monde ou presque est armé. On compte jusqu'à 300 millions d'armes à feu en circulation. Sur le territoire des États-Unis, chaque jour, 27 personnes perdent la vie à cause d'homicides liés aux armes. Il n'y a aucune comparaison avec l'Europe. Il y a 3 armes pour chaque homme, femme et enfant dans ce pays. Tyrone, on today's date and time, you're in the Waterleaf apartment complex when a person approaches you and says that there is a man seated at a picnic table with a knife on the table and asks you to check on that man's welfare. L'exercice Shoot Don't Shoot est l'un des entraînements phares dans la formation. Le but, c'est de soumettre les officiers à différents scénarios pour leur apprendre à utiliser leur arme avec discernement. Can you please put the knife down and come talk to... Hey, sir, just put the knife down, okay? Hey, you guys stand back. Sir, sit down now. Sit down now, put the knife down. Hold the air, start one more. Waterleaf Apartments man with a knife. Hey, put the knife down, I just want to talk to you. Shots fired, Mais comme on peut le voir, certains ont encore des progrès à faire. Je crois que parce qu'on a toujours eu ici une sorte de culture de l'arme, il y a une forme de compréhension autour du fait que la police a le droit d'utiliser la force pour se défendre ou pour défendre les autres, pour autant que le policier puisse le justifier. Vous pensez que vous avez eu la bonne réaction? Oui, je pense que j'ai eu la bonne attitude dans cette situation. Mais si ça avait été la réalité, cet homme serait mort. Oui, il y a de fortes chances. Mais mon intention était de stopper la menace. C'était mon but. Mais il n'a pas réellement commis de crime. Eh bien, il m'a chargé avec un objet tranchant et il était agressif. Il a planté un coup dans la table, il me criait dessus. Tout cela était des signes d'agressivité. Et me charger après lui avoir dit de lâcher le couteau alors que je suis en uniforme de police, c'est une menace. Il est devenu une menace imminente en me chargeant, alors j'ai dû réagir. Vous savez, je n'ai que quelques secondes pour prendre une décision et c'est la décision que j'ai prise. Une décision hâtive qui coûte la vie d'un homme, ça ne se passe pas qu'à l'académie de police. Cette vidéo est bel et bien la réalité. Nous sommes le 6 mars 2015 à Madison. Un agent intervient dans un squat où s'était réfugié un jeune Afro-Américain, apparemment sous l'emprise de la drogue. Contrairement au règlement, le policier n'attend pas les renforts. Il entre seul dans la maison et comme il se sent menacé dans le noir, il ouvre le feu sur le jeune homme. Comme Ramarley Graham, la victime n'était pas armée. Les forces de l'ordre de Madison ont beau défendre une police plus respectueuse, cela n'empêche pas les bavures. Je vais être honnête avec vous. Il n'était pas armé. Et cela va rendre encore plus compliqué pour les enquêteurs, pour le public, d'accepter, de comprendre et d'attendre patiemment que l'on cherche d'autres circonstances en lien avec la situation qui pourraient expliquer l'utilisation mortelle de la force. J'aimerais exprimer, de ma part et de celle de la police de Madison, mes plus sincères condoléances. Le jeune homme en question s'appelait Tony Robinson. Il avait 19 ans quand il a été tué. Ce jour-là, son seul crime est d'avoir pris des champignons hallucinogènes. Comme il sautait et hurlait partout dans la rue, la police s'est mise à le poursuivre. Tony était noir, mais sa mère, comme une partie de sa famille, est blanche.
Je crois que le fait qu'il soit un jeune homme noir a énormément à voir avec sa mort. Le fait qu'il fasse 1m95 et pèse 100 kg également. Mais sa couleur de peau a énormément à voir avec sa mort. Le racisme aux États-Unis est profond. Et quand on a des enfants noirs, on doit faire attention à ça. On doit apprendre à vivre avec ça parce que c'est la vie. C'est la vie ici. On parlait tout le temps de sa couleur de peau et de ce qu'elle pouvait engendrer. On en parlait tout le temps, alors il savait. Il s'identifiait plus comme noir que blanc. Il était au courant. Tous mes enfants le savent. Ils savent tous. Tu peux te faire appeler un dans la rue, c'est la réalité, mais ça arrive. C'est triste, mais c'est la réalité. Ce racisme ordinaire, Sharon, la grand-mère de Tony, milite contre depuis son plus jeune âge. Mais elle était loin d'imaginer que son petit-fils en mourrait. I will one day, I promise. I miss you, kiddo. C'est tellement douloureux. Je sais qu'il est mort juste derrière moi. Je sais qu'il a souffert. Je sais beaucoup de choses. C'est difficile d'être ici. Tout le monde vient et laisse des fleurs ou des messages ici derrière. Ils lui écrivent. Vous avez besoin de venir ici? Oui. J'ai besoin de venir ici et de m'asseoir. Quand je viens ici, je vais généralement après dans la rue parce que je suis tellement en colère. Ça fait tellement mal que personne ne veuille écouter. Personne ne veuille voir parce que c'était un policier. Et c'est mal. C'est vraiment mal. Tony Robinson! What's his name? Tony Robinson! What's his name? Tony Robinson! What's his name? Open your eyes! We have a right to due process. My grandson was murdered by a cop. 1 minute of your time. You don't want to? You want to hit me? Chaque semaine, Sharon arrête la circulation pour dénoncer les circonstances de la mort de son petit-fils. Get the fuck out of the way! Medical emergency my ass, bitch. We ain't gonna stop till people are free. No, we ain't. It scares me. Ça me fait peur, parce que je dois me rappeler que ma mère n'a pas la même couleur de peau que moi. He lied to justify murder, and it's okay? Not at all. I want 12 of you to decide. Au début, quand elle a commencé à le faire, ma réaction c'était « Ils vont blesser ma mère, elle est trop extrême, elle en fait trop. Elle devrait se taire. » Et malheureusement, c'est la mentalité de beaucoup d'Afro-Américains. Il faut qu'on se taise, on doit rester à notre place, on ne doit pas parler trop fort de ce qui ne va pas pour nous. You must open your eyes. You must see. The truth is, he killed him. What if it was your child? What would you do? What if it was your child? What would you do? I'm asking you to stand up. I'm asking you to see. Outre la douleur, la famille de Tony est dévastée par la colère, car la justice a décidé une fois de plus de ne pas inculper l'officier responsable. Comme dans la majorité des bavures policières, son acte restera impuni. Le procureur de Madison a privilégié la parole de l'officier, estimant qu'il s'agissait d'un cas de légitime défense. Face à ce nouveau cas d'injustice, les habitants de la ville l'ont crié leur rage en envahissant le Capitole. When study after study shows that whites and people of color experience the criminal justice system differently.
so that if you're black, you're more likely to be pulled over or searched or arrested, more likely to get longer sentences, more likely to get the death penalty for the same crime. When all this takes place more than 50 years after the passage of the Civil Rights Act, we cannot simply turn away and dismiss those in peaceful protest as troublemakers or paranoid. We also know that centuries of racial discrimination, of slavery and subjugation, they didn't simply vanish with the end of lawful segregation. Les violences policières, comme la résurgence d'un passé de discrimination et d'oppression. Milwaukee, à 1h30 de route de Madison. Une ville où un tiers de la population est noire. Ce jour-là, les habitants des quartiers afro-américains célébraient la Juneteenth, la commémoration de la fin de l'esclavage. Ashanti Hamilton est l'un des organisateurs de ce défilé. Ashanti est un homme politique influent dans ces districts noirs, connu pour son combat contre l'exclusion et la violence. Cette manifestation, pour lui, est symbolique du pouvoir de résistance et de résilience propre à sa communauté. On a fait face à tant de déceptions dans la communauté noire qu'il est difficile de garder les gens motivés, de tous se battre dans une même direction à cause de cette déception. Ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner des repères positifs, qu'ils reconnaissent que des gens se battent encore et qu'à un certain moment, on réussira. On veut garder cette motivation pour qu'ils continuent la bataille et qu'ils continuent la résistance. La commémoration de la fin de l'esclavage a d'autant plus d'écho ici à Milwaukee que la ville détient le triste record du taux de ségrégation aux États-Unis. Ici, Afro-Américains et Blancs ne se mélangent pas. Les Noirs vivent au centre-ville et les Blancs dans les banlieues chics. Deux mondes qui s'ignorent, deux mondes qui ont peur l'un de l'autre. Cette ségrégation, le professeur Mark Levin l'étudie depuis plus de 40 ans. Ce n'est évidemment pas un apartheid à la sud-africaine, mais je dirais que c'est un apartheid de facto. On peut voir des zones géographiques complètement séparées, avec des liens entre elles très très limités, et les inégalités entre les deux sont immenses. Donc ça ressemble bel et bien à l'apartheid, selon moi. Il n'y a pas de question à se poser. Le racisme perdure. Il y a des discriminations raciales dans le marché des hypothèques, sur le marché du travail. Un ménage noir moyen ne gagne que la moitié de ce que gagne un ménage blanc moyen. Milwaukee possède le plus haut taux de pauvreté chez les Noirs américains du pays. Près de 40% des Noirs de la ville vivent sous le seuil de pauvreté. Et qui dit quartier pauvre, dit aussi quartier où le taux de criminalité est le plus élevé. Faute de boulot, le trafic de drogue devient souvent la principale ressource. Le taux d'incarcération au Wisconsin reste le plus élevé du pays. Et il y a un lien direct entre ceci et la pauvreté. Environ un tiers, 33% des jeunes afro-américains qui sont dans la trentaine sont en ce moment soit incarcérés, soit sous la surveillance du service judiciaire, soit en probation ou sous surveillance. Ils sont marqués à vie quand ils sortent et qu'ils cherchent du travail.
le taux de pauvreté des Noirs le plus élevé du pays, une criminalité galopante avec 145 homicides par année. Pas facile d'être policier à Milwaukee dans un contexte aussi explosif et propice aux bavures. Et des bavures, il y en a régulièrement ici. Omarlo Phillips patrouille depuis 8 ans dans ces quartiers où la violence fait partie du quotidien. Did we have a shooting yesterday? Yes, yeah, I think they did, yes. We did have a shooting yesterday. This job, ce métier est fait par des êtres humains. Et les êtres humains ne sont pas parfaits. Certaines personnes agissent mal. Je ne dis pas qu'elles doivent agir ainsi, mais elles se trompent et font ce qu'elles ne devraient pas faire. Tout le monde s'en retrouve puni à cause des erreurs d'une seule personne. I think those are our people there. They're probably the open carry guys. Ça peut être dangereux par ici? Oui. Ce parc est parfois rempli de jeunes et tu te retrouves vite dépassé par le nombre. Certains de ces jeunes ont des armes. On reçoit des appels ici pour des enfants avec des armes à feu, des couteaux, des tasers et différentes choses comme ça. Il est 23 heures. La centrale annonce qu'un groupe d'adolescents armés sème la panique aux abords d'un parking du quartier. Okay. Okay. All right. L'intervention est banale, mais si la peur prend le dessus, la situation peut vite déraper. You can't be scared in this job. On ne peut pas avoir peur dans notre métier. Les criminels sentent la peur. Et ça peut vous coûter votre vie ou d'être blessé. Il faut faire attention, savoir de quoi on s'approche, connaître la situation, et s'il y a besoin d'aide, il faut appeler des renforts. Ce soir-là, Omarlo et ses coéquipiers n'ont pas arrêté les adolescents en question. Au fil des années, ils sont de plus en plus souvent confrontés à de très jeunes délinquants. Les adolescents représentent désormais une grande partie de la criminalité dans cette ville. Beaucoup de vols de voitures sont commis par des adolescents avec des armes. Ils ont quel âge? Entre 12 et 18-20 ans. 12 ans, c'était l'âge de Tammy Rice. Cet enfant qui arpente les trottoirs de Cleveland avec un faux pistolet. Un jeu pour nous Européens, mais pas aux États-Unis où même les enfants peuvent être armés. Suite à l'appel téléphonique, une patrouille de police arrive. Radio, shots fired, male down, black male, maybe 20. À peine sorti de la voiture, l'un des agents abat Tammy Rice sans autre sommation. La vidéo crée la stupeur bien au-delà des frontières de l'Amérique, d'autant que l'officier, une fois de plus, n'a pas été poursuivi pour la mort de l'enfant. Mais Omarlo, lui, a une autre perception des faits. En tant que policier, quand une arme est pointée sur moi, je ne peux pas vous dire que j'aurais ou que je n'aurais pas fait la même chose. C'est possible. Même si vous êtes un père vous-même? C'est possible. J'aurais pu tirer sur cet enfant. Parce que de nos jours, les gens tirent sur les flics.
flood communities with so many guns that it is easier for a teenager to buy a Glock than get his hands on a computer or even a book. And then we tell the police, you're a social worker. We tell them to keep those neighborhoods in check at all costs. These things we know to be true. And if we cannot even talk about these things, if we cannot talk honestly and openly, not just in the comfort of our own circles, then we will never break this dangerous cycle. Miser sur la communauté et sur ses ressources pour briser le cercle vicieux de la violence, c'est le credo d'Ashanti Hamilton, comme de tous les hommes et femmes de bonne volonté qui ont choisi de combattre de l'intérieur la spirale de la haine raciale. On a été capable de supporter beaucoup d'oppression dans ce pays. Mais on a aussi l'habitude de se défendre, de riposter. On a l'habitude de ne pas laisser ces choses-là nous submerger et de rester constamment dans un état d'esprit qui regarde vers un meilleur futur. Nous voulons adopter une approche globale face à la violence. Nous ne voulons surtout pas mettre la police dans une position où elle serait seule à gérer tous les problèmes de violence dans cette communauté parce que ça finira mal. C'est un conflit qui ne peut être que négatif. J'essaye de ne pas juger tous les policiers. Ils sont pas tous mauvais. Mais quand tu allumes ta TV et que tu vois qu'un policier a encore tué quelqu'un et qu'il n'est pas puni, tu dois te demander, est-ce que ce que je suis en train de faire va changer les choses? Mais je sais que ça va changer un jour. Ça ne se fait pas en une nuit. On n'a pas eu le droit de vote en une nuit. Mes ancêtres se sont battus pour ça. Ça a pris du temps. Alors j'espère qu'un jour, il y aura du changement, mais pour ça, il faut rester dans la rue, il faut rester visible, faire savoir qu'on ne lâchera pas.